will train and equip forces fighting against these terrorists on the ground. We will work to cut off their financing and to stop the flow of fighters into and out of the region. And already over 40 nations have offered to join this coalition. Le combat que la communauté internationale doit mener contre le terrorisme ne connaît pas de frontières. ما به ادامه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود شامل اعمال حق زمین‌سازی و سایر حقوق هسته‌ای در خاک ایران در چارچوب مقررات بین المللی مصممیم. من المستحيل العودة إلى دوامة مفاوضات تعجز عن التعامل مع جوهر القضية. والسؤال الأساس لا صدقية ولا جدوى لمفاوضات تفرض إسرائيل نتائجها المسبقة بالاستيطان وببطش الاحتلال. Vous venez de le voir, l'apothéose diplomatique chaque année se joue donc à New York, à l'Assemblée générale de l'ONU. Et hier soir, c'était au tour de Binyamin Netanyahou pour la 9e année consécutive. Il est donc monté à cette tribune, un discours bien ficelé, mais utilisant souvent les mêmes mécaniques. Alors a-t-il convaincu? Décryptage dans un instant. Et puis, nous parlerons également ce matin de cette campagne « Not in my name », pas en mon nom, campagne contre l'État islamique lancée par des jeunes musulmans un peu partout dans le monde. Une campagne qui crée la polémique, pourquoi devoir se justifier d'actes qu'on n'a jamais approuvés. Enfin, le baiser était romantique, le gâteau divin et les mariés très amoureux. George Clooney et Amal Alamoudine se sont dit oui, mais au-delà de leur beauté et du glamour, eh bien, ce couple passionne, il est synonyme d'engagement politique et de conscience citoyenne. On y revient en fin d'édition. Voilà, bonjour et bon réveil. Merci donc d'avoir choisi le Morning pour vous informer ce matin. Le grand titre de l'actualité, c'est donc ce discours de Binyamin Netanyahou hier soir à la tribune de l'ONU. On va en parler avec Ali Waked, notre spécialiste du monde arabe, Dror Eben Sapir, notre spécialiste des questions diplomatiques et politiques, et avec vous, Cyril. On va passer en revue les grands titres des journaux ce matin. Évidemment, on n'en a que pour le discours de Binyamin Netanyahou. On commence par la presse israélienne qui, à son habitude, n'est pas franchement tendre avec le Premier ministre. Ouais, à l'unisson, Barbara, les grands quotidiens reviennent évidemment largement ce matin sur le discours du Premier ministre israélien à l'Assemblée générale des Nations Unies. La même image, on la retrouve en une des journaux, mais les mises en exergue, elles, sont différentes. Mahmoud Abbas est responsable des crimes de guerre du Hamas. Voilà l'extrait du discours retenu par nos confrères du quotidien gratuit Israël Hayom. Le Hamas et l'État islamique, a dit Binyamin Netanyahou, ce sont deux branches d'un même arbre vénéneux. Voilà pour la citation donc retenue par le Israël Hayom. Idem pour le Hédiot, le Hamas et l'EI, ses bonnets blancs, blanc bonnet. Le Haaretz, lui, s'attarde sur la main tendue par Binyamin Netanyahou aux pays arabes modérés. Pour Netanyahou, titre le journal de gauche, la solution se trouve au Caire et à Riyad et non à Jérusalem et à Ramallah. Idem pour le Times of Israel, dans un Moyen-Orient en proie aux extrémismes, nous dit le quotidien israélien en langue anglaise. Le Premier ministre a tendu la main aux modérés en mentionnant pour la première fois l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis comme possibles partenaires pour la paix. Alors voilà pour les grands titres. Les commentaires, eux, vont bon train également. Si tous saluent les talents d'orateur de Netanyahou, certains regrettent que le Premier ministre ait une nouvelle fois tenté de faire du neuf avec du vieux. Seuls les gimmicks ont changé, écrit Sima Kadmon dans les colonnes du Yediot Ahronot. On ne peut pas lui enlever, Netanyahou est un orateur hors pair, écrit Kadmon, mais c'est précisément ce talent qui aujourd'hui nous met un peu mal à l'aise. Avec Netanyahou, c'est toujours la même rengaine, seuls les gimmicks ont changé, martèle-t-elle. Alors Barak Ravid, lui, le correspondant diplomatique du Haaretz, a un sentiment de déjà-vu ce matin, car Netanyahou, nous dit-il, sert depuis 5 ans les mêmes arguments, une litanie de clichés et de slogans galvaudés. Netanyahou a court d'idées, selon le correspondant du journal à Washington, Rémi Chalev. L'arme avec laquelle Netanyahou a tenté de riposter au discours d'Abbas semblait rouillée. Tel un copywriter à court d'idées, Netanyahou n'a fait que recycler ses vieilles analogies entre l'Iran et l'Allemagne nazie.
Il est aisé de dire et autre chose de faire, c'est un proverbe français, il est utilisé ce matin par Nahum Barnea, la grande plume du quotidien, grand tirage, Yediot Aharonot, et Barnea démontre ce matin la comparaison établie par Netanyahou entre l'État islamique et le Hamas. Si le Hamas c'est l'État islamique, alors pourquoi, s'interroge Barnea, pourquoi Israël souhaite-t-il maintenir le premier au pouvoir alors que les États-Unis, eux, veulent détruire le second en tête de leur coalition internationale contre Daesh. La comparaison entre l'autorité palestinienne et le Hamas, elle aussi est absurde, décrit Barnea, car sur le plan sécuritaire, c'est avec Israël et non avec le Hamas que Ramallah coopère. Si Abbas équivaut au Hamas et que le Hamas équivaut à l'État islamique, alors Israël devrait bombarder Ramallah et reprendre les hostilités dans la bande de Gaza. Vous voyez, Barbara, difficile de trouver ce matin un éditorial élogieux. Peut-être, il se trouve dans les colonnes du journal Israël, proche du pouvoir, faut-il le rappeler. Il est signé Chaim Schein et il est dithyrambique. Netanyahou, écrit Schein, a prononcé un discours juif et sioniste. Il a dit tout ce qu'il fallait dire. Voilà pour les journaux israéliens. Dans la presse palestinienne, on fustige ce matin un discours manipulateur. Oui, avec des citations de plusieurs personnalités politiques, à commencer par Ahmed Tibi, c'est un député arabe-israélien. Il est cité aujourd'hui par le journal palestinien Al-Quds, qui paraît à Jérusalem. Un discours islamophobe, selon Ahmed Tibi, dépourvu de tout contenu politique. Et toujours dans le même Al-Quds, c'est Hanan Ashraoui, une dirigeante de l'OLP, qui accuse Binyamin Netanyahou d'avoir manipulé les faits pour tromper l'audience de l'Organisation des Nations Unies. Et puis, dans l'agence de presse, sur le site de l'agence de presse Mahan, une agence de presse palestinienne, donc, on fustige ce matin un discours faible, truffé d'incitation à la haine et dépourvu de tout contenu politique. Et puis enfin, Barbara, ce titre révélateur du journal panarabe Al-Hayat, qui choisit de mettre en exergue cette mise en garde de Binyamin Netanyahou, non pas sur le Hamas et l'État islamique, mais bien sur la menace iranienne. La menace iranienne, a dit Netanyahou, est bien plus grande que celle de l'État islamique. Vous voyez, donc convergence d'intérêts peut-être entre les États du Golfe et Israël sur la menace du nucléaire iranien. Voilà pour les titres des journaux. Merci beaucoup Cyril. Côté palestinien, on est mécontent mais pas franchement surpris. Non, pas surpris. Les Palestiniens n'ont pas apprécié le fait que Benjamin Netanyahu a essayé de faire une connexion entre Abu Mazen et les crimes de guerre appelés par Netanyahu du Hamas à Gaza. Comme l'a fait Benjamin Netanyahu, les Palestiniens ont beau de rappeler que c'était eux qui ont coordonné avec les services de sécurité israéliens pour éviter quelques attentats qui devaient avoir lieu contre des colons juifs en Cisjordanie ou encore à Tel Aviv et à Jérusalem. Mais les Palestiniens ont compris que le trajet du dialogue, des négociations bilatérales, Benjamin Netanyahu a renforcé ce qu'a dit Abu Mazen. Les deux ne pensent pas que l'autre est un partenaire valable. Voilà, on va y revenir sur ce divorce consommé entre les deux leaders et la fin de ce qui semble en tout cas les discussions directes. Mais avant de parler du fond, un mot de la forme, c'est ce que disaient les éditorialistes ce matin également. On ne peut pas retirer ça à Binyamin Netanyahou, ce genre de discours, il les fait franchement bien. Oui, mais bien évidemment, c'est l'une de ses spécialités, la rhétorique, qui plus est en anglais, qui est une langue qu'il maîtrise parfaitement et dans laquelle il aime s'exprimer, avec des figures de rhétorique qu'on connaît et qui peuvent convaincre, mais tout dépend du public auquel Binyamin Netanyahou s'adressait. S'il s'adressait à ses électeurs en Israël, s'il s'adressait à ses soutiens au sein du Parti républicain américain ou dans la communauté juive, dans une partie de la communauté juive américaine en tout cas, eh bien oui, c'est un discours qui a fait mouche et c'est tout à fait le discours que ces gens-là, cette base de soutien de Binyamin Netanyahou voulaient entendre de la part du Premier ministre israélien. Par contre, si Binyamin Netanyahou voulait convaincre au-delà de ces mêmes cercles assez restreints, il faut le dire, s'il voulait convaincre les opinions publiques, notamment occidentales, et les dirigeants occidentaux de l'équivalence entre le Hamas et l'État islamique, de l'équivalence entre l'État islamique et la République islamique d'Iran, eh bien là, il avait une partie plus difficile à jouer et je ne sais pas s'il a été véritablement convaincant. On y reviendra peut-être. Voilà, alors c'est précisément l'un des grands titres de ce discours. Tout au long de son allocution, Binyamin Netanyahou a opéré un habile va-et-vient entre Daesh, l'Iran et le Hamas. Je vous propose de l'écouter. Et le Hamas sont des branches du même arbre empoisonné. L'OIL et le Hamas partagent une croyance fanatique que tous les deux essayent d'imposer bien au-delà du territoire qu'ils contrôlent.
Donc, lorsqu'il s'agit de leurs objectifs ultimes, le Hamas, c'est l'OIL. Est-ce que c'est un message stratégiquement intelligent que le monde est prêt à entendre? Non, la preuve que déjà, quand la campagne contre Daesh a commencé en pleine guerre entre Israël et le Hamas, le monde n'a pas acheté cette marchandise de Benjamin Netanyahou, Barbara. Mais je veux t'arrêter sur un mot, sondage. C'était un mot que j'ai très entendu ces dernières 24 heures, surtout de la part de la direction palestinienne. La direction palestinienne avoue avoir adressé son discours, le discours du président palestinien pour le peuple palestinien, dans laquelle Mahmoud Abbas s'est avéré en baisse après la guerre à Gaza et montée du Hamas. Sondage face au public américain que la direction palestinienne se dit voir les sondages qui sont publiés au sein de la jeunesse américaine qui accuse Israël, en majorité cette jeunesse accuse Israël d'être responsable pour le maintien de ce conflit. Et sondage selon la direction palestinienne, Netanyahou voit les sondages, il voit sa baisse par rapport à Bennett, et c'était à ce public, comme le dit Dror Ben-Sapir, que s'est adressé Benjamin Netanyahou. Alors à propos de ce message, Dror, où Benjamin Netanyahou essaye de faire comprendre que Hamas c'est Daesh, que Daesh c'est Hamas, il n'a pas convaincu non plus les Américains. On a vu cette nuit la porte-parole du ministère des Affaires étrangères américain réagir en disant finalement non, ce n'est pas la même chose, la menace du Hamas ne nous concerne pas. Alors, le Hamas est reconnu officiellement par les États-Unis et aussi par l'Union européenne comme une organisation terroriste, ce qu'il est effectivement. Mais il y a terrorisme et terrorisme. Il y a terrorisme qui se dote de limites nationales en quelque sorte, et c'est le cas du Hamas, et il y a un terrorisme qui a des visées djihadistes bien au-delà des frontières que l'on connaît au Moyen-Orient, et ça inquiète bien évidemment les États-Unis, et c'est pour ça qu'ils sont rentrés en guerre contre Daesh, contre l'État islamique. Mais comme Cyril l'a rappelé en citant quelques-uns des éditorialistes de la presse israélienne, le problème c'est que Benjamin Netanyahou peut difficilement établir un signe d'égalité entre le Hamas et l'État islamique, puisque lui-même, indirectement il est vrai, a négocié avec le Hamas au Caire les conditions d'un cessez-le-feu, d'une trêve. Il s'agit de détruire l'opération menée par la coalition des États-Unis des États-Unis et d'autres puissances contre l'État islamique en Irak. Elle a un but très clair, c'est détruire ce mini-État islamique ou ce semblant d'État islamique, tout simplement l'annihiler. Or, ce n'est pas ce qu'Israël a fait. Au contraire, on a constaté pendant l'opération bordure protectrice que Benjamin Netanyahou, contrairement à certains de ses partenaires au sein de la coalition, ne voulait pas aller jusqu'à une éradiction pure et simple du Hamas dans la bande de Gaza. Au contraire, Benjamin Netanyahou, semble-t-il, est intéressé à ce que le Hamas reste affaibli, bien évidemment, mais reste au pouvoir dans la bande de Gaza. Parce que si c'est pas le Hamas, du point de vue de Benjamin Netanyahou, c'est l'anarchie et c'est un terreau fertile justement pour des groupes djihadistes. Donc par conséquent, un argument qui est tombé un petit peu à plat avec ces contradictions que vous soulignez. Je vous propose de prendre tout de suite la direction de Tel Aviv pour prendre le pouls des Israéliens, justement. Au lendemain de ce discours, on retrouve notre envoyé spécial au cœur de la métropole, Mathias Inbar, bonjour. Est-ce que les Israéliens ont suivi attentivement ce discours et est-ce qu'ils ont été convaincus ? Eh bien, Barbara, en comparaison avec les Palestiniens qui ont suivi de très près le discours de Mahmoud Abbas, bien évidemment, les Israéliens ont suivi de très près également le discours de leur Premier ministre Benjamin Netanyahou devant la tribune des Nations Unies. Oui, ils l'ont suivi attentivement. Et oui, eh bien, pour reprendre un peu les termes de Dror en plateau, oui, ils ont suivi la comparaison entre le Hamas et l'État islamique. Et oui, pour les Israéliens, dans leur grande majorité en tout cas, le discours, la rhétorique était excellente. Les idées étaient peut-être moins nouvelles. C'est ce que nous disent les Israéliens. S'ils comparent les discours de 2013, 2012 et 2013, eh bien, seule peut-être la comparaison justement entre le groupe islamiste sunnite qui contrôle la bande de Gaza et l'État islamique Daesh, eh bien, était nouveau pour eux. Sinon, il y a les mêmes idées, la même manière de procéder de Benjamin Netanyahou. Si il y avait cette pancarte pour montrer le danger que faisait peser un Iran nucléaire, eh bien, cette fois, il y a eu cette photo qui a sans doute marqué ici les Israéliens. Certains passants m'ont dit avoir été choqués justement par le fait que eh bien, se trouvaient des lanceurs de roquettes au milieu des jardins d'enfants.
Merci beaucoup Mathias. Alors on va précisément y revenir à cette pancarte. Chaque année, Binyamin Netanyahou a un nouveau gimmick, une nouvelle pancarte. Vous le voyez sur cette image. Binyamin Netanyahou, donc hier à la tribune, qui montre ce lance-missile en plein Gaza pendant le conflit cet été, placé au milieu d'enfants qui jouent. Il a donc accusé le Hamas de crimes de guerre et on l'a dit, il s'en est pris à Mahmoud Abbas également d'avoir laissé faire. Nouveau gimmick en carton, Dror, ça marche plus, hein? Encore une fois, tout dépend du public auquel ce genre de message est destiné. Ça ne marche plus. Ça marche, encore une fois, pour certaines personnes. Ça, c'est une réalité que nous, en Israël, on connaissait. Effectivement, le Hamas place des lanceurs de roquettes au beau milieu de la population civile palestinienne. Je pense que les dirigeants occidentaux le savent aussi. Les opinions publiques occidentales, par contre, elles sont moins convaincues. Alors, on a un petit peu l'impression parfois que Binyamin Netanyahou lutte contre des moulins à vent, en quelque sorte, qu'il est un peu le Don Quichotte de cette histoire, parce que, malheureusement, les opinions publiques dans les pays occidentaux sont plus sensibles aux images de morts dans la bande de Gaza qu'à ce genre d'image. Encore une fois, tout dépend du public auquel Binyamin Netanyahou s'adresse, mais c'est vrai que le visuel est important, et si il en a vu la possibilité, Binyamin Netanyahou aurait peut-être même diffusé un petit film qui aurait montré, par exemple, que des pilotes de chasse israéliens avaient fait marche arrière avant de lancer une bombe sur une cible liée au Hamas, parce qu'ils ont obtenu l'information que des populations civiles étaient impliquées. Du monde, ça faisait partie de son discours. Par rapport à cette photo, à ce gimmick, le Hamas a réagi. Il parle d'un photomontage. Il parle d'un photomontage, mais par contre, au sein de l'autorité palestinienne, il y avait quelques dirigeants qui se sont sentis embarrassés par cette photo et qui ont accusé Hamas de jouer aux mains de Binyamin Netanyahou, de servir la propagande de Binyamin Netanyahou. L'autorité palestinienne dit déterminée de changer cette réalité pour que la réalité à la bande de Gaza ne servira plus Binyamin Netanyahou. Il faisait signe au fait que les négociations le mois prochain, fin octobre, sur la bande de Gaza doivent déboucher à la reprise de contrôle de l'autorité palestinienne de la bande de Gaza, justement pour éviter ce genre de photos. Voilà, alors on l'a dit que le divorce pourrait être consommé également entre Binyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas après les discours des deux dirigeants, et c'est peut-être la seule nouveauté qu'on peut noter dans ce discours version 2014, cette phrase qu'on retient de Binyamin Netanyahou: je suis prêt à un compromis historique, non pas avec les Palestiniens mais avec les autres pays de la région. On l'écoute. Et donc, pour parvenir à cette paix, nous devons nous tourner non seulement vers Jérusalem et Ramallah, mais également vers Le Caire, vers Amman, vers Abu Dhabi, Riyad et d'autres villes. Je pense que la paix peut être réalisée avec la participation active des pays arabes, ceux qui sont prêts à fournir un appui indispensable, politique, militaire et autres. Et je suis prêt à faire un engagement, à prendre un engagement, à faire un compromis historique, non pas parce qu'Israël occupe une terre étrangère. Le peuple d'Israël n'occupe pas la terre d'Israël. Est-ce qu'on peut dire, Dror, que c'est la fin des discussions israélo-palestiniennes, discussions directes au moins sous ces deux dirigeants-là? On en a nettement l'impression, effectivement, depuis le discours de Mahmoud Abbas vendredi, et ça a été confirmé par ce discours au cours duquel on y reviendra. Binyamin Netanyahou a fait référence à Mahmoud Abbas sans citer une seule fois son nom. C'est quand même significatif. Et là, il ne cite ni Mahmoud Abbas ni l'État palestinien. Ni l'État palestinien, effectivement. L'expression État palestinien qui a officiellement été endossée par Binyamin Netanyahou pendant ce fameux discours à l'université de Bar-Ilan en 2010. À deux États d'ailleurs, il n'en parle pas hier. Il n'en parle pas. Et là, il parle d'une manière de contourner les Palestiniens, en quelque sorte, de s'adresser directement aux pays sunnites, aux pays arabes sunnites modérés, pour obtenir une paix. Il considère que le rapprochement entre Israël et ces pays pourrait faciliter les conditions d'une paix avec les Palestiniens, et pas le contraire, et pas l'inverse. Par conséquent, c'est donc un renversement de ce que l'on avait l'habitude de penser. Le problème à Barra, c'est que, bien évidemment, ces pays, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte,
Les Émirats arabes unis n'accepteront pas de se rapprocher d'Israël si Israël ne comprend pas le véritable compromis avec les Palestiniens. Et je pense que Benyamin Netanyahou en a conscience, même si cette petite phrase sur le compromis historique, elle est importante, mais elle reste très floue. C'est un coup d'épée dans l'eau. Ces pays arabes vont apprécier le fait que Benyamin Netanyahou, malgré la campagne internationale contre l'État islamique, a commencé son discours, ou au moins a concentré son discours sur la menace du projet nucléaire iranien, chose qui va être appréciée par ces pays qui trouvent dans la force israélienne un garant un peu plus solide que celui de l'américain. De faire la paix avec les Israéliens, même si ça ne passe plus par Ramallah. Non. Ce sont deux choses. Une façon pour Benyamin Netanyahou d'esquiver peut-être une fois de plus les discussions avec les Palestiniens, c'est ce qu'on dit côté arabe? Tout à fait, mais c'était un peu banal parce que c'est évident que les nations arabes, les dirigeants arabes vont pas contourner les Palestiniens, même si Israël semble être le grand serviteur des pays arabes face au projet nucléaire iranien. Il y a des lignes rouges et Abou Mazen est considéré par l'Arabie saoudite, par les Émirats, par la Jordanie comme un garant qui est stabilisateur face à la montée des mouvements islamiques. Dans ce cas-là, face au Hamas et aux frères musulmans, les pays arabes vont pas vendre Mahmoud Arab pour leur point commun avec Israël sur le projet nucléaire. Sur le projet nucléaire. Il y a deux ennemis communs entre Israël et ces pays arabes. C'est bien évidemment l'Iran et aussi effectivement le djihadisme, l'État islamique. Voilà, des pays arabes qui ne vont pas contourner Mahmoud Abbas. Benyamin Netanyahou a contourné Mahmoud Abbas pendant tout son discours. On l'a dit, il ne l'a pas nommé. Il lui a quand même répondu. C'est ce qu'il avait annoncé avant son départ, une réponse à son discours, mais une réponse assez agressive. Il a traité le président palestinien de révisionniste. Écoutez. Aujourd'hui, l'État d'Israël est accusé d'apartheid, est accusé de génocide. Génocide. Dans quel univers le génocide comprend-il l'avertissement des civils de s'éloigner des zones de danger ou de garantir à ce que ces personnes reçoivent des milliers de tonnes d'aide chaque journée, alors même qu'ils nous tirent dessus, ou de mettre en place des hôpitaux de campagne pour les blessés? Eh bien, je pense que c'est le même univers où un homme qui a écrit une dissertation de mensonges sur l'Holocauste et qui insiste sur une Palestine sans juifs, où un tel homme peut venir ici à cette tribune et accuser sans honte, de façon honteuse, Israël de génocide et d'épuration ethnique. Est-ce que c'est inédit dans la bouche de Netanyahou, inédit dans la bouche d'Abbas vendredi, ce genre de discours extrêmement agressif, extrêmement personnel l'un envers l'autre? Barbara, les discours des deux hommes étaient agressifs et comme l'a dit Dror, apparemment les discours ont été adressés à des publics spécifiques de la part du président palestinien et de la part du premier ministre israélien. Mais sans doute, si la direction palestinienne depuis quelques semaines parle d'une nouvelle ère diplomatique, M. Abbas a fait clair que l'internationalisation du conflit s'adressait aux institutions internationales, y compris le tribunal pénal international, c'est le trajet que va suivre. C'est ce qu'officiellement on a déclaré à Ramallah. Nous sommes prêts également à un compromis historique, mais qui passera par les institutions internationales. Tout à fait. Et Benyamin Netanyahou veut que ce compromis historique passe par les capitales arabes. Donc, finalement, beaucoup de compromis historiques, mais pas l'un avec l'autre, quoi. Oui, mais encore une fois, Barbara, comme cette comparaison entre l'État islamique et le Hamas, Benyamin Netanyahou a raté quand il a accusé Abbas d'avoir accusé l'État israélien de génocide et d'apartheid. En ce qui concerne le génocide, Abbas n'a pas été convaincant. Par contre, en ce qui concerne l'apartheid, il faut voir le reportage au sein de l'Union européenne, au sein des ONG européens. Ils parlent d'apartheid qui se passe en Cisjordanie. Donc, il fallait là que Benyamin Netanyahou soit plus créatif. Quand il y a des routes séparées pour Palestiniens et pour des colons israéliens... État d'apartheid, Dror?
Ouais, non, alors il faut établir bien évidemment une distinction entre ce qui se passe en Cisjordanie et ce qui se passe dans les frontières de l'État d'Israël, où les citoyens arabes israéliens bénéficient des mêmes droits que les citoyens juifs israéliens. En Cisjordanie, du fait des questions de sécurité, du fait également des implantations israéliennes, il y a effectivement une situation qui est, il faut dire les choses comme elles sont, difficile pour la population palestinienne. Est-ce que on peut pour autant parler d'apartheid? On a dit et redit que la comparaison n'était pas raison et que c'était pas du tout le même genre de situation, pas du tout le même genre de conflit, parce qu'il y a un conflit entre deux peuples ici, ce qui n'était pas le cas en Afrique du Sud. Mais par contre, pour cet extrait qu'on a vu du discours de Benjamin Netanyahou, c'était peut-être l'un des moments forts du discours, l'un des moments les plus réussis. Et c'est là que Benjamin Netanyahou avait la partie la plus facile en quelque sorte, parce que répondre aux excès de Mahmoud Abbas, répondre à ces accusations de génocide qui sont un petit peu ridicule quand même. Là, effectivement, Benjamin Netanyahou était à son meilleur et il avait la partie facile et il était très convaincant et il a rappelé effectivement ce péché de jeunesse dans le parcours de Mahmoud Abbas, cette thèse de doctorat écrite pour une université soviétique, une thèse de doctorat négationniste qui remettait en cause la réalité et l'ampleur du génocide perpétré par les nazis contre les juifs. Je pense Barbara, que le plus grand acquis de ce discours, c'est le fait que Benjamin Netanyahou, tout le monde s'attendait à ce qu'il commence et il termine son discours par répondre à M. Abbas, mais non, il a mis encore une fois l'Iran au centre. Alors justement, on va y revenir. La priorité de ce discours, l'essentiel même minuté de ce discours, c'était la menace du nucléaire iranien que Benjamin Netanyahou chaque année essaye de remettre sur la table comme une priorité internationale. On écoute le Premier ministre à ce sujet. Et à l'avenir, au moment qu'elle choisira, l'Iran, le régime le plus dangereux au monde, dans la région la plus dangereuse du monde, obtiendra l'arme la plus dangereuse du monde. Permettre cela de se produire représenterait la plus grande menace pour tous. Arrêter l'Iran nucléaire, est-ce que là-dessus, au moins, Benjamin Netanyahou a réussi à convaincre ? Le problème, Barbara, c'est que le contexte international est tout à fait nouveau et que l'Iran est considéré par les États-Unis comme un allié de circonstance, certes, mais comme un allié potentiel réel dans la lutte contre l'État islamique, dans la lutte contre le djihadisme et l'extrémisme sunnite. Et de cela, Benjamin Netanyahou, les dirigeants israéliens, bien évidemment, ont très peur parce que ça pourrait impliquer, et il semblerait que c'est ce qui va se passer, ça va impliquer des compromis de la part des grandes puissances dans le cadre des négociations avec l'Iran sur le programme nucléaire. On a là aussi l'impression que Benjamin Netanyahou a du mal à convaincre, même si effectivement un Iran nucléaire, ce serait une très mauvaise nouvelle pour les Occidentaux. Et il y a quand même dans cette partie du discours l'expression d'une manque de confiance de Benjamin Netanyahou envers Barack Obama. Parce que Barack Obama ne cesse de répéter qu'il n'y aura pas d'Iran nucléaire et qu'il empêchera l'Iran de devenir une puissance nucléaire. Ce discours-là exprime le fait que Benjamin Netanyahou ne croit pas en Barack Obama. Voilà, les Américains qui rappellent cette nuit qu'ils restent déterminés à signer avant le mois de novembre un accord avec l'Iran. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour décrypter ce discours. Nouveau journal et on se retrouve juste après. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous ce matin. Et on en vient à l'actu internationale. On va la passer en revue avec vous, Betsabé. 5 infos, 5 clics, comme tous les matins. Bonjour Barbara. Et tout d'abord, le discours de Netanyahou. Bien sûr, hier, à l'Assemblée générale des Nations Unies, il a mis le paquet à la tribune, titre le Huffington Post aujourd'hui, dans un discours qualifié de sévère, de dur, notamment avec cette dépêche reprise de l'Associated Press. Une riposte au discours d'Abbas, souligne le Time. Il rejette en bloc les allégations du président de l'autorité palestinienne. Il dément tout crime de guerre et affirme au contraire que le Hamas c'est l'État islamique et que l'État islamique c'est le Hamas. Fox News y voit une menace directe adressée par le Premier ministre israélien à Daesh, Netanyahou, qui a d'ailleurs encensé la coalition menée par Obama. C'est ce que souligne donc Fox News. Voilà, des titres assez factuels finalement. On s'en prend plus à Benjamin Netanyahou dans la presse israélienne ce matin. Et puis disons qu'ils ont un peu fait le tour de la question ces dernières semaines. Voilà, sans doute. Allez, on part pour Hong Kong ce matin également. Le mouvement Occupy Central vu par les médias chinois.
Oui, alors Courrier raconte en effet que dans les médias pro-Pékin, eh bien évidemment le mouvement Occupy Central, donc qui proteste contre ce nouveau mode de scrutin, eh bien est qualifié d'illégal, de violent. Parfois même, ces médias sont complètement muets sur la mobilisation. Alors regardez une vidéo qui a été réalisée justement par Courrier International. Alors on voit que l'anglophone South China Morning Post titre sur les bombes lacrymogènes lancées sur les manifestants. Les journalistes même alimentent depuis les manifestations le journal. Les quotidiens pro-Pékin mettent en cause les manifestants. Le Takum Pao titrant le chaos à Hong Kong, ou alors le Wan Waipo qui écrit la police nettoie carrément la violence de Occupy. Les médias hongkongais, quant à eux, eh bien, encouragent les manifestants à aller rejoindre le mouvement, à tenir bon, je cite, face à la répression, comme le Apple Daily titrant « Ne craignons pas justement cette répression ». Voilà, un mouvement qui va sans doute encore prendre de l'ampleur, qui tient bon dans les jours qui viennent. On suivra ça de près, bien évidemment. Vous avez repéré aussi ce matin dans la presse un mot sur les djihadistes français. On parle des djihadistes français. Le Parisien nous dit même que les djihadistes français, eh bien, ce seraient les pires, ou en tout cas les plus extrémistes. C'est un ex-membre de Daesh qui a témoigné à CNN, ça a été repris par le Parisien. Il affirme notamment « Ils viennent de France, mais c'est comme s'ils faisaient partie de l'État islamique depuis des années ». Alors sous le pseudo d'Abou Omar, c'est le même pseudo qui avait été utilisé par Mehdi Nemmouche en Syrie, eh bien il a cru dans les créations d'un État islamique d'abord, et puis il raconte aussi qu'il a vu des choses horribles. Il a vu notamment un cheikh de 70 ans tué sous ses yeux. L'État islamique ne peut pas continue ainsi, dit-il. D'ailleurs, il voit beaucoup de jeunes de 14 ou 15 ans qui affluent et il espère que son message portera, les fera réfléchir. Alors, comme pour alimenter cette info, Barbara, toujours dans le Parisien, et justement à quelques centimètres sur Internet de cet article, vous avez, voilà, c'est ce qui est vendu par Auchan. En tout cas, ça a été retiré de la vente, mais c'est une mitraillette au symbole de l'islam. On y voit une étoile et une lune. Et alors, le journal nous apprend que le supermarché Auchan croyait comme ça. Voilà, c'est un jouet mitraillette vendu pour le prix d'1 €. Alors, très éducatif. Vous pouvez trouver le modèle Cowboy aussi, ça dépend de quel côté vous êtes, en gros. Alors, les acheteurs potentiels étaient relativement perplexes, ils se sont plaints, évidemment, en chance d'excuser. Il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès, mais c'est retiré du marché. Ouais. Bon, voilà. Ils ne comprennent pas comment ça s'est passé. Direction la Tunisie ? Oui, alors direction la Tunisie. Alors 3 ans et demi maintenant après la chute de Ben Ali, eh bien, ils sont de retour, écrit Le Monde, qui est bien d'anciens proches du dictateur déchu. Ils reviennent en force sur le devant de la scène politique, et ce, alors que la Tunisie, bien sûr, est en pleine campagne pour élire en octobre une nouvelle assemblée et même un président en novembre. Alors la dernière illustration en date sur laquelle est revenu le quotidien français, Monder Zenaidi, il était ministre de 1987 à 2011. Il s'est réfugié en France et alors il est réapparu soudainement à l'aéroport il y a 2 semaines. Et Le Monde de se demander, donc 4 ans à peine après la Révolution, ces anciennes figures de l'ère Ben Ali peuvent-elles revenir au pouvoir ? Eh bien en tout cas, ces anciens cadres du parti au pouvoir ou ces ex-ministres espèrent capitaliser sur la déception des Tunisiens qui quand même n'ont pas vu tous leurs espoirs se réaliser ces dernières années. Voilà, réponse en octobre. Et puis Apple continue de faire les titres ce matin encore. Alors on ne parle plus de l'iPhone 6 qui se tord, voilà, ça c'est fait, mais on parle d'une montre. Merci pour l'avoir rappelé, mais de toute façon, ils avaient d'autres mauvaises pubs aujourd'hui dans la presse. Par exemple, la pomme au passage qui risque une amende de plusieurs milliards d'euros. Attention, elle aurait bénéficié d'aide fiscale illégale. Voilà, une illustration choisie par Courrier. La pomme donc déchirée par cette amende qui lui pend au nez, des aides illégales en Irlande et au Luxembourg. En tout cas, Le Figaro ne se laisse pas faire. Il raconte qu'Apple renforce ses liens avec le monde de la mode. Et oui, il choisit de présenter sa montre en Europe durant la Fashion Week parisienne. C'est une première mondiale. Alors depuis minuit cette nuit jusqu'à minuit ce soir, vous trouverez chez Colette à Paris, aux rue Saint-Honoré, donc les 3 modèles. Vous avez la version sport avec son boîtier aluminium, l'Apple Watch classique doté d'un boîtier en acier, ou encore le modèle édition en or à 18 carats. Ça dépend des budgets et des goûts. Vous faites très bien la commentatrice de mode et vous allez vous reconvertir en spécialiste people aussi aujourd'hui. C'est du high-tech. Attention, Barbara, vous êtes en train de détruire l'image d'Apple. Et on parlera people avec vous tout à l'heure. On va parler de George Clooney. George Clooney.
Voilà, je suis déjà impatiente. Merci beaucoup Betsabé. Bonjour à Ethan Haddock. Bonjour Barbara. Merci d'être avec nous, journaliste, rédacteur en chef i24 News. Vous êtes là pour nous parler de la guerre de Kippour. Vous êtes un grand spécialiste de cette période historique en Israël. Car vous le savez, ce vendredi, les Israéliens marqueront le jour du Kippour, journée incontournable dans le calendrier juif. Mais on marque également dans la mémoire nationale cette guerre du Kippour qui a 41 ans cette année. Alors vous signez ce reportage, le fort 116 ne tombera pas. Je vous propose qu'on regarde ensemble un extrait et on en parle après. Le 6 octobre 1973, sur le plateau du Golan, comme dans tout Israël, l'heure est aux prières et au recueillement en ce jour de Kippour sacré pour le peuple juif. Peu avant 14 h, dans le fort 116, poste avancé de la ligne de défense israélienne face à l'armée syrienne, la plupart des 15 soldats, comme l'ensemble du pays, jeûnent depuis la veille comme le veut le rituel. Mais ce 6 octobre est aussi le 10e jour du Ramadan pour les peuples voisins. Bientôt, tous vont rompre leur jeûne sacré. Et l'artillerie qui tombe sur le fort, c'est un feu d'enfer. Les bombes pleuvent sur le fort même. Je sors dans la tranchée, je cours sous les bombardements et j'arrive au poste. Je vois 2 colonnes de tanks qui avancent vers la tranchée anti-tank. Le fort 116, comme toute la mince ligne de défense israélienne non préparée, fait face à un soudain déferlement d'artillerie et de tanks syriens. Ce jour d'octobre à 13h50, les armées égyptiennes au sud et syriennes au nord lancent une offensive surprise sans précédent sur l'État hébreu. Face à l'écrasante supériorité arabe, le rôle des quelques forces israéliennes sur les 2 fronts sera de freiner le raz-de-marée jusqu'à l'arrivée des réservistes. La situation sur le sud Golan est critique. Les Syriens ont transpercé la ligne israélienne. Tandis que la plupart des postes de défense sont évacués, le jeune commandant de 19 ans, Yossi Gour, à la tête du poste 116 et ses 15 hommes, livrent un combat acharné face aux assauts répétés des Syriens, en espérant l'arrivée des renforts. Les 24 heures nécessaires à la mobilisation des réservistes suffiront-elles à sauver le fort 116 et le Golan? Nous regardons autour de nous et nous sommes seuls. Il n'y a que des Syriens tout autour. Je mets un gilet pare-balles. Il y a dans le fort des gilets pare-balles. C'est comme un manteau. C'est bien pour le reportage, ces booms. Soudain, comme un écho du passé, l'interview est interrompue par des explosions de combat en Syrie. C'est surréaliste. Midi, j'entends des voix en arabe et je me dis, ce qui devait arriver arrive, j'ai des Syriens dans le fort. L'ordre de Yossi à ses hommes est immédiat. Sortir les grenades, retirer le premier cran de sûreté. Les combattants de Masada se sont suicidés. Nous avions l'intention de nous exploser avec les Syriens. Yossi fait référence aux combattants juifs assiégés par les Romains. Puis, le bras bandé, il se saisit de sa Kalachnikov et se rue vers l'entrée du fort où ont pénétré les soldats syriens. J'arrive à l'entrée du bunker et je vois une bande de Syriens avec à leur tête un Syrien géant avec une mitrailleuse RPD qui mitraille l'entrée. Je leur tire dessus au Kalach et quelqu'un d'en haut, sans doute Tsuki, commence à jeter des grenades sur l'entrée du fort. Mais cette fois encore, Yossi et ses hommes sortent vainqueurs des combats. Nous regardons autour, un champ de tuerie tout autour. Nous sommes seuls, des véhicules calcinés, des cadavres de soldats syriens. Soudain, une Jeep s'approche du fort. Nous sommes 4 pères d'yeux à regarder la Jeep et 4 pères d'yeux ne comprennent pas que c'est une Jeep israélienne. J'ai eu la chance que tous sont rentrés vivants et c'est grâce à cela que je n'y suis pas resté. Je ne suis pas resté dans le fort comme beaucoup de mes compagnons. Mais tant d'autres ne sont jamais revenus. Voilà, en tout cas, cet avant-poste-là n'est pas tombé sur le plateau du Golan. Une histoire passionnante qu'on peut retrouver dans son intégralité ce soir dans l'émission, et toute la semaine d'ailleurs, dans l'émission Un reportage présenté par Stéphane Calvo. Alors on l'a dit, vous êtes devenu au fil des années un spécialiste de la guerre de Kippour. Vous signez plusieurs enquêtes, plusieurs reportages à ce sujet. Est-ce que vous savez pourquoi, Ethan, cette guerre passionne autant ? Elle passionne autant parce que le troisième temple, comme s'est exprimé Moshe Dayan durant cette guerre,
lorsque la surprise a été totale, a vacillé. 2700 morts, côté israélien, 7000 blessés, beaucoup en post-trauma encore aujourd'hui, 40 ans après, des secrets enfouis qui font partie de cette guerre. Pas seulement à l'échelle d'Israël, hein, c'est la dernière grande guerre conventionnelle qu'on a connue, hein, des milliers, 2000 chars ont participé à cette guerre, donc déjà encore traumatisés. Et c'est pour ça qu'elle passionne autant. On l'a vu lors du 40e anniversaire particulièrement. Le chef du Mossad est encore vivant, 87 ans, Tzvi Zamir. Beaucoup d'animosité entre les différents protagonistes, entre notamment le commandant d'Aman du renseignement et celui du Mossad qui se disputent la responsabilité. Donc voilà, beaucoup de blessures qui sont encore ouvertes et prendront encore du temps à se refermer. Des blessures encore ouvertes, un traumatisme encore présent au sein de la société israélienne, parce que finalement cette guerre marque la fin du mythe de l'invincibilité du jeune État. Après l'euphorie de 67, on retombe. Hein. Exactement. Alors c'est l'invincibilité qui a été donc évoquée par la guerre des 6 jours, hein, guerre éclatante. Hein, là, on est Austerlitz, voilà, tout éclat. En 6 jours, l'armée israélienne bat à plat de couture toutes les armées arabes, prennent le plateau du Golan, Jérusalem, enfin voilà. Et puis 73, la punition, le revers de la médaille, l'orgueil, la faute d'orgueil surtout, d'avoir sous-estimé ses voisins arabes, notamment les Égyptiens, et puis une série d'erreurs, d'échecs total, on va dire, qui ont conduit à cette surprise qui n'en était pas une, puisque les armées arabes étaient massées aux frontières d'Israël. On ne pouvait pas ignorer les armées, parce qu'il s'agissait de 3 armées front sud dans le Sinaï, et 2000 chars massés sur le Golan à la frontière syrienne, Bachar el-Assad. On a sous-estimé la volonté de Sadat de vouloir restaurer l'honneur arabe. Donc erreur politique, erreur du renseignement. Alors erreur politique d'abord, oui, parce que déjà depuis 2 ans au moins, Sadat, que l'on n'estimait pas en Israël, ni d'ailleurs en Égypte, et nulle part d'ailleurs, hein, il venait après le grand Nasser, donc c'était difficile de voir en cet homme quelqu'un capable d'une telle action. On a sous-estimé sa volonté de provoquer un dégel politique, puisque je vous rappelle qu'Israël occupait le Sinaï, c'était insupportable pour l'Égypte, pour qui la souveraineté territoriale est une obligation, hein, est un point d'honneur, un point d'orgueil. On n'a pas voulu discuter avec lui, on n'a pas voulu négocier avec lui. Finalement, l'histoire a donné raison à Sadat, puisqu'on a restauré le Sinaï dans sa totalité. Erreur totale du renseignement. On avait tout. On les voyait en face, des centaines de milliers d'hommes. Ils préparaient la traversée du canal. Et donc, de ce point de vue-là, on avait un espion au Caire, Ashraf Marwan, qui n'était autre que le gendre de Sadat. On avait ce qu'on appelle des moyens spéciaux électroniques d'une unité qu'on appelle 848, qui est devenue aujourd'hui la 8200, on en parlait récemment. Donc des unités, une bretelle de communication qui nous permet de savoir tout. On ne l'a pas actionné par orgueil, parce que Eli Zeira, le commandant d'Aman du renseignement, estimait qu'on ne peut pas juger sur la capacité, mais sur l'intention. Les Arabes n'ont pas l'intention d'attaquer parce qu'ils n'en sont pas capables. Et puis troisième erreur militaire après sur le terrain. Erreur militaire parce que tout simplement les armées arabes ont appris les erreurs de 67, en tout cas leur incapacité à se mesurer face aux chars israéliens et face à l'aviation israélienne. Ouais. Et ils ont construit un réseau anti-chars, tout simplement un soldat avec une roquette anti-char. Pour finir rapidement, comment Israël est quand même parvenu à gagner cette guerre ? Eh bien, on l'a vu ici, hein, des initiatives locales, des initiatives, un grand courage et héroïsme et qualité de ces soldats. Et au bout du compte, les réservistes sont arrivés après 15 heures, plus tôt que prévu, et ont réussi à repousser et à prendre le dessus parce que tout simplement l'armée israélienne était meilleure. Merci beaucoup, Eitan Haddock, et on le répète pour tous les intéressés. L'intégralité de ce reportage dans l'émission. Reportage à suivre dans le Morning, Not in my name, pas en mon nom. C'est le nom d'une campagne contre l'État islamique lancée par des jeunes musulmans un peu partout dans le monde sur les réseaux sociaux. Une campagne qui crée la polémique. Pourquoi devoir se justifier d'actes qu'on n'a jamais approuvés ? C'est un débat complexe qu'on ouvre juste après un nouveau journal. Restez avec nous.
On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Ce n'était plus arrivé depuis 11 ans. Un entretien en tête-à-tête entre un Premier ministre israélien et un Premier ministre indien. Les deux pays entretiennent des relations amicales depuis de nombreuses années, mais des relations plutôt discrètes. On va y revenir avec vous, Cyril, dans un instant. Je vous propose tout de suite d'écouter Binyamin Netanyahu à l'issue de cet entretien. C'était ce dimanche à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Monsieur le Premier ministre, je suis ravi de vous rencontrer. C'est une occasion pour nos deux pays de renforcer la relation bilatérale. L'Inde et Israël sont des civilisations très anciennes, mais nous sommes aussi deux démocraties. Nous sommes fiers de nos traditions riches et nous sommes également désireux de saisir l'avenir. Je vous invite à vous rendre en Israël. Nous sommes enthousiasmés par les perspectives de relations de plus en plus fortes avec l'Inde. Et je crois que si nous travaillons ensemble, nous pouvons en obtenir des bénéfices pour nos deux peuples. Alors Cyril, malgré ces échanges de politesse fort courtois, ça n'a pas été franchement la lune de miel entre New Delhi et Tel Aviv ces dernières années. Et non, malgré les similitudes entre les mouvements, le mouvement sioniste d'une part et le mouvement indépendantiste indien, comme la lutte notamment contre le mandat britannique ou encore l'indépendance qui a été acquise, on s'en souvient, à un an d'écart simplement, en 47 pour l'Inde et en 48 pour Israël, et aussi en dépit du fait qu'aucun litige en réalité n'oppose les deux pays. Et malgré cela, eh bien, depuis son indépendance en 47, l'Inde a toujours eu une position peu amicale, c'est un euphémisme, à l'égard d'Israël. C'est même le plus grand pays non musulman à toujours avoir soutenu avec le plus de zèle, sans embâge, la cause palestinienne. Alors comment on explique quand même l'origine de cette hostilité entre les deux pays ? Alors il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est peut-être qu'il y a une volonté politique, il y avait une volonté politique de la part de l'Inde de ménager la forte minorité musulmane indienne. Il faut savoir qu'environ 15% des Indiens sont de confession musulmane. C'est la deuxième plus grande religion après l'hindouisme. Deuxièmement, le contexte de la guerre froide et le mouvement des non-alignés qui a été, vous en souvenez, créé par Gamal Abdel Nasser, mais aussi par l'Indien Nehru, et qui est un mouvement ouvertement anti-israélien. Et puis, pour l'Inde, il fallait également courtiser le monde arabe, un monde arabe que les autorités indiennes voulaient courtiser. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour contrecarrer l'influence du Pakistan, d'une part, et puis aussi pour essayer d'obtenir le soutien de la rue arabe et des dirigeants arabes au sujet des revendications indiennes sur la province du Cachemire. Voilà toutes ces raisons qui ont fait que New Delhi a, pendant plus de 40 ans, adopté une politique résolument pro-arabe et donc pro-palestinienne. Voilà, mais les choses ont changé lentement, mais sûrement. Est-ce qu'il y a eu un moment clé, un moment pivot qui a fait que ces relations sont devenues bonnes en fait ? Eh bien, tout comme l'hostilité avait démarré avec le début de la guerre froide, elle prend fin également avec la fin de la guerre froide. D'ailleurs, les dates sont très révélatrices à ce titre-là. 1947, début indépendance de l'Inde et début de l'hostilité indienne à l'égard d'Israël. Et 91, c'est la fin de la guerre froide, mais également un an plus tard, les relations diplomatiques qui vont démarrer de manière officielle entre Jérusalem et New Delhi. Alors, la fin de la guerre froide, c'est évidemment la fin du mouvement des non-alliés, le mouvement qui perd son importance. C'est aussi, vous vous en souvenez, la conférence de Madrid, la conférence de paix de Madrid en 91. Alors, si l'OLP et les pays arabes sont prêts à négocier avec Israël, pourquoi New Delhi devrait continuer à bouder l'État hébreu et puis à bien y réfléchir, les Indiens se disent que le soutien à la cause palestinienne, est-ce que le soutien à la cause palestinienne a véritablement aidé l'Inde dans ses revendications sur la province du Cachemire? La réponse, on la connaît, c'est évidemment non. Alors depuis 92, les relations ne cessent de se renforcer. C'est les contacts officiels, tardifs certes, mais il y a eu des contacts officieux avant cela, notamment au niveau des services secrets et de la direction militaire indienne. Les Indiens sont admiratifs face au succès militaire de Tsahal face aux armées arabes. Et c'est ainsi qu'en 1963, par exemple, le chef d'état-major israélien, David Shaltiel, se rend secrètement en Inde et que les services secrets israéliens repensent tout le dispositif de sécurité autour du Premier ministre, de la sécurité autour du Premier ministre. Alors une relation qui ne cesse de se renforcer, on l'a dit depuis 92.
On a vu notamment en 97 le voyage d'Ezer Weizmann, le président de l'État d'Israël, a rencontré son homologue indien. Puis en 2000, le chef de la diplomatie indienne qui se rend en Israël. Et puis, on s'en souvient, en 2003, le célèbre voyage d'Ariel Sharon, une visite d'État de 3 jours avec des contrats juteux qui sont signés entre les deux pays. Alors la relation elle est si symbiotique qu'un diplomate israélien avec lequel je me suis entretenu dit même que c'est peut-être l'un des toujours et aujourd'hui la nation la plus pro-israélienne peut-être aujourd'hui. À ce point. À ce point, peut-être avant même les États-Unis, 58% d'Indiens se disent favorables et se disent soutenir l'État d'Israël. Quelque chose de révélateur aussi peut-être pendant l'opération Bordure Protectrice. Ouais. Pas un mot de compassion à l'égard des Palestiniens, ce qui est un fait plutôt rare pendant l'opération Protectrice. Voilà donc un vrai changement de relation, une relation très dense qui ne date pas d'hier évidemment, mais qui se renforce d'année en année. Alors on va en parler. Merci beaucoup Cyril pour toutes ces explications avec un expert justement, spécialiste de l'Asie du Sud. Bonjour Gilles Bocra, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. C'est vrai, l'Inde est le pays le plus pro-israélien du monde ? Plus encore avec le nouveau Premier ministre indien, M. Modi, son parti, le Parti du peuple indien, a toujours une certaine fascination pour l'État juif, ça c'est historique. Ce petit État qui tient la tête à des voisins musulmans. Ça rappelle un peu, par analogie, ce qui se passe avec l'Inde qui est empêtrée dans ses tensions avec le Pakistan. Est-ce que ce sont aussi les similitudes idéologiques, politiques entre les deux dirigeants actuels des deux pays qui font finalement que cette coopération est au beau fixe ? Oui, comme je disais, le parti de M. Modi est le parti des nationalistes hindous, donc, et sa politique extérieure met l'accent notamment maintenant sur les questions de sécurité. C'est pour ça que la coopération s'est développée entre l'Inde et Israël, notamment sur les questions de sécurité liées à l'insurrection des années 90 au Cachemire. Il y a de nombreux échanges au niveau des services de renseignement des deux pays. Donc effectivement, il y a toujours un intérêt, comme je disais, des nationalistes hindous pour l'État d'Israël. Est-ce que l'Inde se met en danger par rapport à ses voisins de la région en établissant de telles relations avec Israël ? Oui, il y a toujours volonté de maintenir un équilibre entre ces relations avec les États arabes et Israël. Il faut savoir tout de même que les États du Golfe sont très importants pour l'Inde. 60% de ses besoins en gaz et en pétrole sont couverts par les pays arabes du Proche et du Moyen-Orient. Il y a tout de même 7 millions d'Indiens qui travaillent dans le Golfe Persique. C'est une source de capitaux très importante pour l'Inde. Donc il y a toujours une volonté d'approfondir certaines relations avec Israël, notamment d'abord sur les questions de sécurité militaire, mais parallèlement aussi de maintenir des bonnes relations avec les pays arabes qui sont si importantes au niveau économique. Alors Gilles Bocra, je voudrais qu'on finisse sur ces images de Modi à New York il y a 2 jours en plein Central Park, Madison Square Garden. Il a été reçu comme une véritable rockstar. On va le voir dans un instant. Des dizaines de milliers d'hindous qui vivent aux États-Unis sont venus l'acclamer. Pourquoi un tel engouement pour Modi ? Encore une fois, son parti a toujours mis l'accent sur l'entretien de très bonnes relations avec la diaspora à l'étranger. Ça a toujours été mis en valeur par le parti nationaliste hindou et la diaspora gujarati. Je rappelle que donc Modi avait été chief minister de l'État Gujarat depuis 2002 avant de devenir Premier ministre. L'État du Gujarat a toujours mis l'accent sur les relations avec la diaspora étrangère, notamment pour en tirer des bénéfices économiques. Il faut aussi savoir que la communauté gujarati est très influente aux États-Unis. Voilà, Modi peut être un tournant pour l'histoire de l'Inde et ses relations à l'international. Merci beaucoup, Gilles Bocra, d'avoir été avec nous ce matin. On parle d'autre chose, on reparle de Daesh avec cette campagne particulière, Not in my name, pas en mon nom. C'est le nom d'une campagne contre l'État islamique lancée par des jeunes musulmans un peu partout dans le monde, sur les réseaux sociaux. C'est une campagne qui crée la polémique. On va en parler avec vous, Yoram Salomon. Oui, bonjour, merci d'être avec nous. Alors en 2 mots, c'est quoi ? La campagne, comme vous l'avez dit, c'est une campagne qui a été lancée par des jeunes musulmans, mais surtout une association non gouvernementale qui a lancé cette campagne le 10 septembre dernier. Et la volonté, en tout cas, c'était de montrer, si on la regarde, c'était de montrer des jeunes musulmans issus de tous bords de la société, issus de toutes... On a regardé le clip, ça va être clair. The ISIS do not represent
Islam or any Muslim. Because it's totally un-Islamic. Because they're killing innocent people. Because you're unjust. We must all unite together and try to stop this group from damaging Islam and damaging Muslims. Not in my name. Because your leader is a liar. Because your actions do not represent the actions of the rightly guided companions. Because your caliphate doesn't represent the Ummah. Because what you're doing is inhumane. Because you abuse heart and Voilà, un mind. message très fort, un engagement très fort. C'est une campagne qui a bien décollé. Alors, oui et non, on le verra après justement. Si on prend les chiffres depuis le 10 septembre, on compte à peu près 260 000 vues sur la vidéo. Ce qui est bien, mais pas incroyable non plus. Il y a eu 80 000 tweets qui ont répliqué le Not in My Name. Alors, bon, et ça a été répliqué, c'est par des Britanniques, c'est par des musulmans britanniques, et ça a été répliqué partout dans le monde. Donc le mouvement a été suivi. Ça a même donné, il y a même une résonance dans la rue. Encore une fois, les réseaux sociaux font descendre les gens dans la rue. Et on a eu, par exemple, à Paris, vendredi dernier, mais aussi dimanche dernier, des manifestations. Pas incroyables, il y a eu 1000 personnes maximum, mais par contre, on a eu pas simplement des gens de la société civile, mais des représentants politiques, religieux, des organisations antiracistes. On a eu des juifs, des musulmans, des chrétiens. Donc il y avait quelque chose de fort dans tout ça. C'était suite à la décapitation d'Hervé Gondel. Et donc voilà, il y a eu une réaction. Et d'ailleurs, Hassan Chalgoumi, le président de la conférence des imams de France, a sorti quelque chose de très fort. Il a fait tout un discours et a sorti cette phrase qui a été reprise dans la manifestation. Nous sommes tous à leurs yeux de sales Français. Donc en mettant bien en avant le fait que pour lui, il était musulman certes, mais français de base. Alors c'est une campagne qui peut poser beaucoup de questions et qui peut créer la polémique, à savoir pourquoi finalement doit-on se justifier d'actes qui ne nous concernent pas, qu'on n'a jamais approuvés. Alors, ça, voilà, il y a deux regards sur la campagne. Quand on voit les images, comme on l'a vu maintenant, c'est touchant. On voit des jeunes musulmans bien intégrés dans la société occidentale qui refusent des valeurs qui, pour elles, sont absolument pas progressistes, mais rétrogrades. C'est aussi quelque chose on a quelque chose de très fort, c'est-à-dire enfin la société musulmane qui a eu tant de mal à se faire représenter. Il y a tout un culte aujourd'hui qui a beaucoup de mal à trouver un représentant unique, même si on a Dalil Boubacar, etc. Il est contesté au sein même de la société musulmane. Aujourd'hui, on a encore une fois de cette société civile une sorte de reprise en main par la démocratie représentative, par les réseaux sociaux, de musulmans qui souhaitent s'exprimer. Et en ça, c'est beau. Maintenant, effectivement, il y a un effet pervers, et si on regarde de plus près, qu'est-ce qui se passe ? En gros, il y a un proverbe arabe d'ailleurs qui circule en réaction à cette campagne qui dit « se justifier, c'est s'accuser ». Et ce proverbe a fait réfléchir beaucoup de gens qui, au départ, et c'est pour ça que finalement, quand on dit qu'il y a eu 260 000 vues sur la vidéo, c'est bien, mais c'est pas incroyable, parce que finalement, on a mis est-ce que cette campagne va créer une sorte de présomption d'islamisme sur toutes les personnes musulmanes, sur tous les musulmans? Vu le nombre de musulmans, je prends en France ou dans le monde, on a cette difficulté à tout à coup se dire, est-ce que présomption d'islamisme, est-ce qu'une présomption de terrorisme va exister? Est-ce qu'un musulman, par défaut, va devoir expliquer pourquoi il a... Se justifier, toujours prendre position. En tout cas, ces jeunes ne sont pas les seuls. Les acteurs également ont pris position. Oui. On va regarder à quoi ça ressemble. Tout à fait. Parce que vous attentez à la dignité humaine. Parce qu'aucune religion ne peut être souillée par des terroristes. Parce que je ne veux pas être associé à un acte de barbarie. Pas en mon nom. Parce que je me suis converti, mais pas pour les mêmes raisons que vous. Avant d'être religieux, il faut être humain. Et vous n'êtes pas humain. Parce que l'islam est avant tout une religion de paix et de tolérance. Parce que j'ai les barres. Voilà. Donc tout le monde s'y met. Ouais, voilà. Donc on a aussi ces acteurs, jeunes acteurs, mais qu'on voit de temps en temps dans les films en second plan, en figurant ou en acteur de talent. Voilà. Donc je reviens donc sur ce qu'on disait et donc sur la manifestation qui a lieu à Paris avec Chalgoumi. Donc et d'ailleurs on a vu dimanche dernier les premiers, on en parlera juste après, les premiers problèmes par rapport à cette tendance, ce mouvement. Donc je disais, le plus gros problème qu'on détecte, c'est cette présomption vraiment de terrorisme ou d'islamisme qui est extrêmement dangereuse. C'est pas la première fois que des minorités ont à faire gage de leur bonne foi dans une société qui parfois a tendance à elle-même à les stigmatiser.
on revient à une sorte de théorie de l'ennemi de l'intérieur qu'il faudrait absolument il y a une suspicion globale qui traîne sur eux. Et ça met un malaise, ça fait même froid dans le dos quand on va un peu plus loin que les images qu'on voit là. Et du coup, si on va un peu plus loin, on peut se demander aussi est-ce que les femmes musulmanes doivent se désolidariser de Nabila ? Est-ce que les chrétiens doivent se désolidariser des prêtres pédophiles ? Est-ce que les Français du Front National ? On peut aller loin dans la démarche, ça peut aller très loin. Donc, effectivement, quand on regarde ça, il y a toute une pensée là-dessus et on aurait envie par défaut de se joindre à cette campagne parce qu'elle est belle dans les images, dans l'image d'Épinal qu'elle diffuse, mais il y a quelque chose de plus dangereux et de plus insidieux là-dedans. Voilà, un problème complexe. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, Yora. Merci, Cyril. À suivre, le baiser était romantique, le gâteau était divin, les amoureux, les mariés très amoureux. On parle évidemment du mariage de George Clooney et Amal Alamoudine. Ils se sont dit oui. Tous les détails après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Le grand titre de cette matinée, vous le savez, c'est le discours de Binyamin Netanyahou. C'était hier soir devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors qu'en pensent les Israéliens ? Mathias, on vous retrouve au cœur de Tel Aviv. Oui, Barbara, combattre l'État islamique et tout en laissant un Iran nucléaire, c'est gagner la bataille mais perdre la guerre. C'est en filigrane le discours de Binyamin Netanyahou devant la tribune des Nations Unies. Un discours particulièrement attendu et écouté par les Israéliens qui souhaitaient que leur Premier ministre réponde au discours plutôt véhément de Mahmoud Abbas quelques jours plus tôt, qui avait accusé Israël de génocide, de crimes de guerre commis dans la bande de Gaza. Et pour les Israéliens, bien substance, l'exercice a été plutôt réussi par Binyamin Netanyahou. Les Israéliens saluent la rhétorique de Netanyahou, saluent l'accent américain, la manière de s'exprimer, mais pas forcément les idées, des idées pas forcément nouvelles non plus, parce qu'il a répété plusieurs fois que le Hamas, déjà en cabinet du Premier ministre, que le Hamas et l'État islamique étaient de la même branche d'un arbre empoisonné. Donc finalement, un discours salué dans sa majorité par les Israéliens. Quelques peut-être voix discordantes, celle de Bougie Herzog, Yitzhak Herzog, le chef de l'opposition, le chef du Parti travailliste, qui se demande qui croit. Est-ce que c'est le Netanyahou qui parle de processus de paix, ou le Netanyahou qui parle de crainte et de chaos dans la région? Dernière voix discordante, celle de Washington, qui accepte le fait que le Hamas et l'État islamique sont des organisations terroristes, certes, mais le Hamas, pour les États-Unis, ne met pas en danger les intérêts nationaux des Américains. Merci beaucoup Mathias. Rudy, sur Internet, on en dit quoi de ce discours ? Eh bien, vu du compte Twitter, en tout cas, on va déjà commencer par là, du Premier ministre israélien, c'était l'emballement, à coup sûr. Un dispositif mis en place sur les réseaux sociaux était impressionnant pour relayer le discours du Premier ministre israélien. Il avait été vraiment très réfléchi. Alors, au programme des photos coulisses, on le voit arriver avec son épouse Sarah quelques minutes avant sa prise de parole. Et pendant le discours, des infographies envoyées quasiment en temps réel pour étayer ses propos. On voit ici donc le parallèle, par exemple, en images entre le Hamas et Daesh, et les images, mais aussi les mots et même les slogans, ceux aussi préparés, mis en infographie pour être partagés un maximum sur le net. Par exemple, cette formule, le combat d'Israël contre le Hamas n'est pas juste notre combat, c'est votre combat. Un dispositif de communication travaillé pour pouvoir donc porter le message. Est-ce que ça a marché ? Alors, comme à l'accoutumée, cela a convaincu les gens qui étaient déjà convaincus. Alors, j'ai choisi de vous sélectionner des tweets non pas venus d'Israël, mais du monde. Il n'y a pas eu énormément de tweets sur ce discours. Alors, certains ont saisi le message du Premier ministre israélien quant au parallèle, justement, dont je parlais entre le Hamas et Daesh. Lisez en espagnol, excellente intervention de Netanyahou à l'ONU. Tous les pays sont en alerte contre le terrorisme islamique, comme Israël l'est. Par contre, d'autres au Nigeria, comme Ahmad Saliou, parle d'un discours ennuyeux et sans fond qui le rendrait pathétiquement drôle. Et puis pour en finir, cette remarque du tweetos Pierre Belagamba qui dit à ceux qui critiquent Netanyahou ne pas oublier que comme Abbas ou Rouhani, sur cette tribune de l'ONU, il parle à son opinion publique avant tout.
Voilà, allez, l'autre titre de l'actualité qui concerne Internet ce matin, c'est cette opposition qui prend de l'ampleur à Hong Kong, et vous nous expliquez que la Chine censure le net pour mieux contrôler le mouvement Occupy. En tout cas, essayer. En tout cas, c'est un grand classique. Désormais, dès qu'il y a un mouvement de protestation tout aussi pacifique qu'il soit, eh bien, Internet est tout de suite visé par le pouvoir. Et donc, dans le cas du mouvement Occupy Central qui réclame donc plus de démocratie et une mainmise chinoise moins forte sur Hong Kong, la censure du net a explosé ces derniers jours. Courrier International nous en parle ce matin et nous démontre comment en 48 heures la censure s'est abattue sur le net chinois. Donc Instagram, déjà, le site de partage de photos en ligne, a été bloqué en Chine, et certains mots-clés sur Twitter comme Hong Kong justement sont bloqués sur le site Weibo qui est finalement le Twitter chinois, un site de micro-blogging. Alors même une simple photo, regardez cette photo du marché aux poissons de Hong Kong, elle-même a été censurée parce qu'il y a Hong Kong dans les mots-clés, c'est dire la frilosité du pouvoir chinois sur la question. Et puis regardez cette courbe de la censure que nous a proposé aussi le Weboscope, on va la voir. Alors je ne sais pas si on va la voir, en tout cas elle liste tous les messages et les sites inaccessibles, et on voit en fait que ça a explosé le 4 juin pour la commémoration de Tiananmen, et ça a augmenté, voilà, là on ne la voit pas, mais bref, et le 28 septembre, explosion de la censure et des sites inaccessibles. Et là, ce sont les régions de Chine dans lesquelles Instagram est inaccessible. Donc un internaute a fait le test et cela parle. Alors si quand même on veut suivre ce mouvement par Internet, est-ce que c'est encore possible ? Oui, bien sûr, nous ne sommes pas en Chine, donc nous pouvons. Nombreux sont les internautes qui relayent ce qui se passe sur place dans un certain calme, une certaine discipline. Il y a un compte à suivre, vraiment c'est celui de justement Occupy Central, le compte Twitter officiel qui relaye tous les articles, photos, témoignages de ce qui se passe sur place. J'ai sélectionné justement cette image forte de ce bus de la démocratie, qui a été surnommé bus de la démocratie, sur lequel les manifestants sont invités à poster, à écrire leurs propres aspirations. Voilà, pour ce mouvement et Internet, on finit, Rudy, par un très court métrage. Oui, alors on va parler de Tropfest. Tropfest, habituellement, c'est le plus grand festival au monde de courts métrages qui récompense des films qui ne dépassent pas 7 minutes. Mais avec la culture Internet et cette année, le festival australien a décidé de créer une nouvelle catégorie dédiée aux vidéos de 6 secondes. 6 secondes, ce sont les vidéos qui sont créées avec l'application Vine. Et voici donc la vidéo gagnante. Elle s'appelle Tropvine et c'est l'artiste Tenken qui nous la propose. Attention, c'est très court. Ah oui, effectivement, 5 secondes, 6 secondes. Donc un très beau court-métrage. Voilà, merci de nous l'avoir montré. En animation, en stop motion, comme on dit. Merci beaucoup, Rudy. Allez, on parle du mariage de l'année, on va dire, du week-end. Demandez à Rudy ce qu'il en pense. Bon, c'était ce week-end en tout cas. Du siècle, au moins. C'était ce week-end et tout le monde en parle. Alors nous aussi, on va pas s'en priver. George Clooney, le célibataire éternel, s'est marié finalement à 53 ans. Une bonne excuse, Betsabé, pour en parler ce matin. Oui, exactement. Alors revenons sur cette union avec elle, tout d'abord, faisant plaisir à la gente masculine de ce plateau. Elle est anglo-libanaise, elle a 36 ans, elle est brillante, c'est une juriste, elle est passée par Oxford. Ça n'empêche pas la stampa italienne de remarquer que le mariage aurait des allures de podium. Regardez, elle arrive d'abord en Dolce Gabbana, avec cette robe blanche et noire. Elle enterre sa vie de célibataire en Alexander McQueen. Fait référence d'ailleurs à Michelle Obama, avait fait la même chose aussi, comme quoi c'est une stratégie de première dame. Cérémonie civile en Stella McCartney, qui a fait pas mal réagir aussi. Donc ça, c'était hier. Et puis c'est très beau, c'est très élégant. Voilà, alors ça, on a compris votre tenue préférée et ça sera la mienne. Celle-ci, c'est quand elle monte son alliance, elle s'est mariée donc avec une robe de Giambattista Valli avec la coupe asymétrique et comme le remarque la stampa, ça met en valeur des jambes qui sont quand même déjà parfaites. Conclusion, l'avocate est sûrement très douée pour les droits civils, mais pendant ces 3 jours vénitiens, entre les mariages de pétales et les mariages de code civil, elle avait surtout l'air d'un mannequin, cette Amal. C'est vrai, ça lui va vachement bien. Et lui ?
Alors lui, parcours cinématographique plutôt plein, acteur, producteur, réalisateur. D'ailleurs, certains vous diront que grâce à la réalisation, il est un petit peu sorti de ce créneau beau gosse dans lequel il était rentré avec Urgence. Alors on le connaît sur nous encore. On le connaît surtout en tant qu'acteur, donc justement à cause d'Urgence, surtout les filles, et puis après une longue filmographie. J'avais oublié cet épisode Urgence. Comment c'est vrai, c'est là que tout démarre. Absolument, on l'aurait jamais connu. Vous imaginez? Alors après Urgence, vous avez des films un peu plus costauds, entre guillemets, Ocean's 11, Good Night, Good Luck, Gravity, plus récemment Monuments Men. Mais il n'y a pas que ça. Barbara Clooney se bat pour le Soudan, c'est très sérieux. Alors pour Afrique.com, Clooney déciderait de jouer les James Bond soudanais, mais ça consiste vraiment en une réelle implication. En gros, il y a 3 ans, il a décidé d'acheter un satellite, en fait, financé par les gains des publicités Nespresso. Et alors, pour détecter les violations des droits de l'homme, donc sur place au Soudan, grâce à une ONG, Sentinel Project, il recueille des images, un maximum d'images de tanks, de charniers, d'éventuelles exactions. Alors, ça n'amuse pas du tout Omar al-Bashir, qui est déjà sous mandat d'arrêt international et qui est maintenant surveillé 24 heures sur 24. D'ailleurs, à Washington, devant l'ambassade du Soudan, devant laquelle il manifestait, George Clooney a été arrêté. Voilà, c'était en 2012. Voilà. Même quand il est arrêté, il le fait avec élégance. Vous voyez cette classe, ce flegme. C'est fou, George Clooney. Everything is all right. Non, c'est un acteur engagé, blague à part, mais c'est surtout un acteur aux 1000 conquêtes. On y vient, Barbara. Alors, il est réputé pour être un coureur invétéré. Dr. Ross a aussi une longue liste, pas seulement de films, mais aussi de conquêtes. Retour en images. Divorce avec Talia Balsam, 89-93. Bon... c'est pas celle qui est le plus marquée, esthétiquement parlant. Il avait d'ailleurs juré qu'il ne se marierait plus. 96-99, il sort avec Céline Balitran, qu'il a récupérée à Paris. C'était une jolie serveuse de 22 ans. Il a récupéré. Comment vous parlez? Convaincu d'emmener chez lui à Los Angeles. Tout était dans le transport. 2000, Lisa Snowdon, il rencontre la mannequin britannique sur le plateau d'une pub, Martini. 5 ans par intermittent, 5 ans pendant lesquels la presse s'amuse à dire qu'il étoffe son tableau de chasse. 2009, il rencontre près de sa maison du lac de Côme l'italienne Elisabetta Canalis, et puis comme pour confirmer un mythe, effectivement, elle lui en fait voir des vertes et des pas mûres. 2011, il rencontre la catcheuse Stacy Keibler. La relation tourne court 2 ans plus tard, et quelques semaines plus tard, il rencontre Amal, et ils sont en couple depuis une petite année. Ils seraient inséparables, donc une petite larme à l'œil. Amal aurait donc décroché le célibataire le plus convoité d'Hollywood. En plus, elle est canon, ça n'aide personne. Même si, Barbara, et c'est là qu'on va s'amuser, à y regarder de plus près, en fait, cette épopée sentimentale révèle bien des avantages pour Monsieur Clooney. Clooney qui épouse ainsi l'une des avocates en droit de l'homme les plus couronnées de succès dans le monde. Et donc, Clooney peut désormais prétendre plus facilement à mener une carrière politique, puisque maintenant, les médias, c'est là-dessus qu'ils se sont penchés. Elle peut lui ouvrir pas mal de portes. Et en gros, lui, il brigue le poste de gouverneur de Californie, comme Schwarzenegger. Et pourquoi pas d'ailleurs, puisque le Parti démocrate, apparemment, le draguerait ouvertement. Bonne chance, Mr. Alors justement, on va poser la question à une spécialiste. Cécile Fournier, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, spécialiste people anglo-saxon chez Closer. Alors, est-ce que vous y croyez à cette thèse? C'est plus une alliance stratégique, un mariage d'amour? Eh bien, c'est un peu des deux, je dirais. D'un côté, on se demande pourquoi il s'est jeté comme ça, à corps perdu dans le mariage. Alors, comme l'a dit Bethsabée, alors qu'il n'était pas du tout pour le mariage, il a dit que c'était terminé cette histoire de mariage. Elle a réussi en 1 an à lui mettre la corde au cou, ce qui est vraiment un record. Donc, on se dit quand même qu'il y a une alliance un petit peu politique là-dessous, puisque elle a tout. Puis, avoir Amal à son bras, c'est quand même assez bien pour ce poste de gouverneur, d'avoir une espèce de première dame en puissance, en fait, quelque part. Alors voilà, revenons un peu sur ce personnage qui est Amal. On l'a vu, elle est très jolie, mais elle n'est pas que ça. Pourquoi George Clooney, le célibataire éternel, s'est arrêté sur cette femme-là? Parce que justement, elle allie la beauté, donc ce côté un peu mannequin dont vous parliez tout à l'heure, et puis ce côté intellect, intelligence et tourné vers les autres, parce que George Clooney veut avoir cette image d'homme altruiste qui s'intéresse aux autres et au monde. Donc en fait, elle a vraiment toutes les qualités pour faire la femme d'un bon politicien. Est-ce qu'elle fera aussi une bonne maman? Est-ce qu'un bébé est prévu?
Alors oui, on en a beaucoup parlé parce qu'il y avait des rumeurs, puisqu'elle avait des robes amples, etc. Donc ça s'est un petit peu dégonflé. Mais c'est vrai qu'on me dit que peut-être que George Clooney, encore une fois, lui qui disait ne pas vouloir avoir d'enfants et que seuls les enfants de Brad Pitt lui suffisaient, peut-être qu'il va céder à Amal. Elle n'a pas d'enfant, elle a 36 ans et elle a bien réussi à lui mettre l'alliance au doigt. Alors pourquoi pas un bébé dans les bras. Alors, dernière question, Cécile. Hein, vous êtes une grande spécialiste people et vous allez peut-être pouvoir nous éclairer là-dessus. Pourquoi George Clooney passionne autant après tant d'années? Il ne lasse pas. C'est parce qu'il a fait les bons choix de carrière ou c'est tout simplement parce qu'il est l'homme le plus beau du monde? Et ben encore une fois, c'est un peu tout. C'est quelqu'un qui a réussi au plan professionnel. C'est un bon acteur. C'est quelqu'un qui s'est fait reconnaître par la profession. Il est devenu réalisateur. Et là encore, on l'a salué. Et puis, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Et ça manque parfois à Hollywood et auprès des stars. Donc, il a un côté très sympathique. Il a il a vraiment ce côté-là. Et puis, c'est un homme à femme qui est toujours bien habillé, qui est quelqu'un d'assez glamour. Et voilà, et il a réussi à perdurer, à durer sur le temps. Ce qui est un bel exploit quand même. Voilà, il va peut-être se lancer en politique, on suivra ça de près. Merci beaucoup Cécile d'avoir été avec nous ce matin. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes d'accord ou pas? C'est l'homme le plus beau du monde? En tant que journaliste, je trouve qu'il est extrêmement sexy parce que pour une fois, c'est un beau qui n'a pas l'air complètement perdu, pas complètement déprimé, pas rongé. Pourtant, il s'occupe de Soudan, donc c'est une bonne alliance. Sur le plan de communication, ça marche en tout cas, sa sexiness, George Clooney. Sexiness, ça marche sur les hommes aussi? Moi, je crois que vous oubliez Cyril Amar. Dans le classement. C'est juste ça. Évidemment, il arrive juste après. Ou juste avant, ça dépend des années. Ça dépend des années, juste après ou juste avant. En vue de presse, on verra la comparaison. Moi, je m'évanouis tous les matins, mais j'accepte avec grand plaisir. J'adore Clooney. Merci à tous les deux. Merci Rudy, vous n'êtes pas moins beau. Oh. Vous êtes mon petit chat. Merci beaucoup Betsabé. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain avec grand plaisir. Passez une belle journée. Portez-vous bien.